Eh bien, bonsoir Marie-Colline Leroy et Malik Benachour. Bonsoir à toutes les personnes qui suivent ce live sur Facebook. On se retrouve pour ce premier rendez-vous de la rentrée en 2021, les rencontres organisées régulièrement en live par le PAC. Et cette fois-ci, on a souhaité entamer un dialogue avec deux députés de la majorité fédérale sur la question de la voiture salaire. Je vais commencer par un petit rappel en fait, de pourquoi le PAC s'intéresse à la voiture salaire depuis septembre 2020. En fait, la voiture salaire, c'est un système qui permet à un employeur de mettre à disposition un véhicule à la place d'une augmentation salariale. Il apparaît en Belgique que la voiture salaire en fait, est un avantage qui est extrêmement octroyé. On dit d'ailleurs de la Belgique qu'elle est la championne de la voiture de société. On cumule au niveau européen parmi les pays avec le plus grand nombre de voitures de société ou voitures salaires par habitant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette voiture salaire? Pourquoi est-ce que le PAC s'intéresse à cet avantage salarial? D'une part, ce qu'on peut constater, c'est que de par cet avantage, le marché de l'automobile en Belgique est fortement boosté. Il y a énormément de ventes de voitures neuves qui en fait sont des ventes de voitures de société. Il y a plus de ventes de voitures de société à l'année que de ventes de voitures privées. Donc plus de la moitié du marché automobile est de la vente de voitures de société dans le neuf. Donc déjà, toutes ces voitures en fait, qui sont commercialisées viennent évidemment engorger les routes, produisent des émissions de pollution de l'air. Et on sait aujourd'hui que les morts dues à des problèmes respiratoires dus à la pollution dans les villes sont quand même très importantes. Donc la voiture salaire, c'est déjà quelque chose qui booste les voitures et augmente la pollution de l'air. Deuxièmement, la voiture salaire nous semble, nous, un avantage fiscalement complètement inégalitaire. Quand quelqu'un bénéficie d'une voiture, à la place d'une partie de son salaire qui se verrait augmenter, cette personne ne paye pas de cotisation ONSS sur la valeur de la voiture. Donc, si elle avait touché 200 €, un pourcentage de ces 200 € irait pour financer la sécurité sociale. Quand la personne reçoit une voiture, sur la valeur de la voiture, il n'y a pas de perception de cotisation sociale. Donc, elle ne vient pas alimenter les caisses de la Sécu. Et évidemment, on ne doit pas expliquer en 2021 que financer la Sécu, c'est quand même un enjeu majeur. Deuxièmement, l'employeur qui devrait aussi, sur le montant de cette voiture, payer des cotisations ONSS patronales, et pas charge évidemment, ne paye pas ces cotisations ONSS patronales et paye ce qu'on appelle une cotisation de solidarité, qui est 4 fois moindre que ce qu'il payerait s'il payait des cotisations ONSS patronales. Donc, idem du côté de l'employeur, il n'y a pas d'alimentation des caisses de la sécurité sociale comme ça devrait l'être. Et enfin, l'imposition sur la valeur de la voiture est largement sous-estimée. Donc, le budget de l'État est également en fait réduit par l'octroi de cette voiture. Un autre argument nous a semblé important à mettre en avant, c'est que la voiture salaire, dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas la voiture de la caissière, ce n'est pas la voiture de l'infirmière, ce n'est pas la voiture, on va dire, du travailleur moyen, c'est quand même la voiture qu'on octroie à une certaine catégorie de travailleurs, cadres, voire cadres supérieurs. Et dans les faits, les quelques chiffres à notre disposition montrent qu'effectivement, 80% des voitures sont détenues par les plus hauts revenus. Donc, il y a des travailleurs, on va dire, moyens qui bénéficient de la voiture salaire, mais ils sont moindres et vraiment moindres et très limités. Donc, c'est un avantage qui coûte à la sécurité sociale, qui coûte au budget de l'État et qui, en plus, ne bénéficie qu'à une petite niche de travailleurs qui a déjà les moyens, par ailleurs, de se financer tout seul une voiture. Donc, c'est vraiment profondément inégalitaire. Quand on dit ça coûte, je pense que c'est bien quand même si on ne va pas noyer les gens avec des chiffres, d'identifier que selon les estimations, et je parle d'estimations parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de cadastre officiel des voitures salaires, on ne connaît pas exactement combien de personnes en bénéficient et pour quel montant, on oscillerait entre 2 milliards et 4 milliards. Si on dit que c'est 2 milliards, c'est 1 milliard de pertes pour le budget de l'État, donc le financement des services publics, le financement des infrastructures, et 1 milliard pour les rentrées de la sécurité sociale. Si on a 4 milliards, le ratio est le même. Donc, on ne parle pas ici de petits montants, loin de là. On parle d'une énorme manne financière qui sert à financer en fait des voitures. Donc, c'est évidemment tout à fait dommageable. Enfin, il y a quand même un dernier aspect.
deux en fait. On a parlé du fait que cette voiture était majoritairement octroyée à des hauts revenus. Il faut aussi préciser qu'elle est majoritairement octroyée à des hommes, puisque sur 100 personnes qui détiennent une voiture salaire, c'est 75 hommes et 25 femmes. Donc cet aspect-là aussi évidemment est critiquable. Et pour terminer, je dirais que le système même de la voiture salaire pose un problème d'un point de vue culturel, et c'est bien l'émission d'un mouvement d'éducation comme le nôtre, d'éducation permanente, de travailler sur le rapport culturel dans la société. Le fait qu'on ait l'impression, parce qu'on a réussi notre vie, parce qu'on reçoit une grosse voiture, pose évidemment souci. Ça entretient dans l'imaginaire que quand on atteint un certain niveau professionnel, on reçoit une bagnole presque gratuite et que du coup, c'est un signe de réussite. Dans une société qu'on veut la plus décarbonée possible, est-ce qu'on veut continuer à donner des bagnoles pour presque rien à des gens pour qu'ils puissent rouler parfois même de manière inutile avec cette voiture? Tous ces éléments-là que Présence Action Culturelle a mis en avant dans sa campagne, vous pouvez les retrouver sur le site stopvoituresalaire.be. On reprend tout l'argumentaire et tous ces éléments-là mis bout à bout, ça nous a semblé important de porter cette revendication qui peut paraître un peu banale, mais qui aura un impact très concret sur le bien-être collectif, tant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue social. Alors, peut-être dire, avant de vous céder la parole, qu'on a lancé la campagne le 22 septembre de mémoire. C'était la fin de la semaine de la mobilité. On ne pouvait pas savoir, au moment où on a lancé cette campagne, qu'on tomberait en pleine semaine des négociations fédérales. Alors, on se réjouissait de se dire que ça y est, on allait avoir un gouvernement. Mais évidemment, notre campagne qui était organisée autour de l'envoi de mails par les citoyens directement aux politiques a certainement impacté les boîtes mail de nos élus. Mais ça a permis aussi de rappeler, à un moment qui était crucial, que beaucoup de citoyens s'opposaient à ce système et que du coup, il était peut-être intéressant de mettre ça en négociation. À la sortie des négociations, on était ravis, le PAC et d'autres acteurs, mais aussi les citoyens qui nous ont suivis, de voir que le point était à l'agenda, même si, et je le poserai dans la question, on émet certaines réserves sur la manière dont c'est libellé. Et donc, l'idée de cette soirée ce soir, et je remercie nos députés d'être présents, c'est de les entendre parce qu'ils cumulent à eux deux des matières et des compétences spécifiques à cette question. Marie-Colline Leroy est présidente de la commission Affaires sociales et Malik Benachour est membre de la commission climat, énergie et finances, et aussi affaires étrangères, mais qui est moins pertinent encore pour cette question. Et donc, on espère dans cette rencontre, qui n'est pas un débat, il n'est pas question de vous opposer ni à nous, ni entre vous nécessairement, mais en tout cas, de mieux comprendre ce que vos partis, en négociant, ont voulu dire dans ce qu'ils ont inscrit dans l'accord gouvernemental, mais aussi, même si tout n'est pas encore ficelé, vers quoi on ne doit pas aller, vers quoi vous espérez qu'on puisse aboutir à terme. Voilà, alors on vous rappelle que vous pouvez poser des questions directement dans les commentaires en dessous du live, sur la page que vous suivez, et ces commentaires seront relevés. Et en deuxième partie de rencontre, on relèvera les questions et on les adressera directement à nos députés. Alors, j'ai une première question peut-être adressée directement à Marie-Colline Leroy. Dans l'accord de gouvernement, il est question finalement à terme d'arriver à des voitures dites zéro émission. Je pense que l'agenda, c'est 2026, donc ce n'est pas dans longtemps, c'est dans 5 ans. C'est vrai que toute cette question de la voiture salaire et de la manière dont on calcule l'imposition sur la voiture salaire tourne autour de ces émissions. Donc, on parle beaucoup des voitures zéro émission, des voitures électriques, des voitures, tous les systèmes existent. Et donc, quelle était l'ambition finalement dans cet accord de gouvernement de prôner une voiture, toutes les voitures salaires doivent être zéro émission en 2026 et comment est-ce que pratiquement vous pensez qu'on peut y arriver? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, clairement, nous, pour refaire peut-être un petit historique, et puisqu'on avait envie aussi d'évoquer ce qui s'était passé en négociation, peut-être dire que pour nous, le fait de pouvoir à terme arriver à l'extinction progressive d'un système comme celui-là, ce n'est pas un scoop pour les écologistes. Pour Grun, il nous semble
comme vous l'avez rappelé, que c'est un système relativement injuste, inéquitable, que en fait, peu de salariés finalement en bénéficient, et pourtant tout le monde doit se partager la perte en termes de sécurité sociale que ça représente. Et donc clairement pour nous c'est un combat, mais, et ça a été dit aussi, la voiture est un objet symbolique, c'est un combat symbolique et idéologique qu'on comprend, bien entendu. La voiture, ça fait partie du quotidien. À titre un peu anecdotique, on me l'a dit, et je pense qu'on l'a dit à beaucoup de gens ici, à 18 ans, passe vite ton permis parce que la voiture, c'est la liberté. Alors nous, on a envie de changer de paradigme culturel et de faire en sorte que la voiture ne soit plus la liberté, mais, et c'est Georges Elkina qui l'avait évoqué, ce soit la mobilité multimodale, les transports en commun, le fait de pouvoir fonctionner sur des modes actifs et des modes doux, et que ces éléments-là deviennent suffisamment efficaces et prégnants dans la société pour qu'en fait, l'avantage que l'on peut observer quand on se dit qu'effectivement, on va bénéficier d'une voiture dans le cadre d'un salaire, petit à petit ne soit plus aussi intéressant. Alors, le chemin, il est relativement long, effectivement. Et une des premières étapes, disons qu'on a passé la première cette fois-ci, c'est de dire au moins, au minimum, la moins mauvaise solution, c'est de toute façon aussi de répondre à nos objectifs de décarbonisation, mais pas uniquement. Donc, effectivement, on dit voiture zéro carbone, mais aussi de se dire que l'important sera de favoriser aussi le calcul masse-puissance relativement bas. Donc, en gros, parce que je ne suis pas une spécialiste de la mécanique automobile, mais donc, en gros, c'est faire en sorte que ce soit les plus petites voitures qui deviennent aussi intéressantes, parce qu'on sait par ailleurs que beaucoup de ces voitures salaires servent principalement pour se rendre de son domicile à son travail, et puis quelques voyages le week-end, mais pas grand-chose. Et donc, qu'on pourrait imaginer que progressivement, ce sont les plus petites voitures, celles qui consomment le moins, qui soient les plus intéressantes fiscalement. Tout ça, ça s'intègre, et je suppose qu'on y reviendra après aussi, dans quelque chose de beaucoup plus global en termes de fiscalité, mais je ne voudrais pas aller trop loin dans ma réponse. Et donc, voilà, c'est clairement un objectif qui est relativement ambitieux et qu'il faudra évidemment faire fonctionner par étapes. Une analyse d'impact pour l'instant est prévue, et progressivement, on ira effectivement vers une décarbonisation des voitures salaires. Parce que je réagis directement, c'est quand même en contradiction avec les dernières propositions de loi qui avaient été déposées en fin de législature et qui visaient en fait à récompenser les voitures zéro émission, mais avec le risque, si on prend que le critère des émissions, en fait, les voitures qui sont très peu polluantes sont très très chères. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va encourager les employeurs, mais aussi les sociétés de leasing, à acquérir de gros parcs automobiles électriques, à l'hydrogène, voilà, dont la valeur des voitures est le double parfois par rapport aux voitures fossiles. Et donc, l'impact financier serait évidemment catastrophique pour la sécurité sociale. Et donc, il y a notamment Interenvironnement Wallonie avait chiffré que si on appliquait la règle telle qu'elle a été déposée dans un projet de loi, c'est-à-dire la cotisation de solidarité la plus basse pour les voitures zéro émission, donc 20 € par mois de cotisation NSS, c'était une perte sèche de 77 milliards pour les caisses de la sécurité sociale. Et donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui, par rapport à votre calcul sur le type de voiture, a été clairement intégré, ou est-ce que c'est encore quelque chose qu'il faudra négocier avec les partis de la majorité? En tout cas, cet écueil, ce risque-là, il a été clairement identifié. Il ne s'agit pas effectivement de doubler l'impact fiscal ou économique que celui par rapport à celui qu'il est aujourd'hui. Donc, clairement, ça fait partie de cette fameuse réforme fiscale qui est aussi dans la déclaration de politique générale, qui a été actée et dont on dit qu'il faudra faire une analyse claire et objective de l'impact des avantages extralégaux, tous confondus. Parce que je dirais aussi qu'il ne faudrait pas, à un moment donné aussi, tomber dans un autre travers et une espèce d'effet d'aubaine où, comme la voiture salaire n'est plus très intéressante, alors on se rabat sur d'autres avantages extralégaux. Pour nous, dans une réforme fiscale juste et équitable, on dit qu'il vaut toujours mieux 1 € qu'une transformation de cet euro en quelque chose
qui n'enrichit ni le travailleur, ni nécessairement la sécurité sociale. Donc ça, clairement, alors je ne peux pas préjuger de ce qui est en train de se discuter, de se créer ou de s'imaginer au sein du gouvernement, mais il y a clairement dans la déclaration de politique générale un accord pour une réforme fiscale juste, équilibrée et qui réforme complètement tout ce système des avantages extra-légaux. Mais encore une fois, il faut aussi se donner les moyens, et tant qu'il n'y a pas une alternative de mobilité, on ne peut décemment pas non plus imposer la disparition à un moment donné d'un moyen de transport qui aujourd'hui encore reste nécessaire pour certains. Merci. Je vais peut-être poser une question à Malik, sauf si vous souhaitez réagir à ce que Marie-Colline a dit. On partage évidemment, hein, ce n'est pas pour rien qu'on est dans la même majorité. Je partage globalement ce qui a été dit. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que derrière cette problématique voiture-salaire, il n'y a pas un enjeu, il y en a deux. Il y a l'enjeu des émissions CO2. Et c'est vrai qu'on a souvent analysé la problématique à travers cet enjeu-là. Voiture salaire, c'est plus de kilomètres, c'est plus de voitures sur les routes, c'est plus d'encombrements dans nos villes, etc. etc. C'est vrai. C'est un fléau contre lequel il faut lutter. Mais il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu de la fiscalité. Une voiture salaire, en manque à gagner pour les caisses de l'État, et donc pour nous tous, c'est 3 550 € par voiture. Donc c'est colossal. Tu as donné les chiffres tout à l'heure, on est presque à 4 milliards de manque à gagner. Et donc, en effet, il y a cet enjeu fiscal de financement de la sécurité sociale notamment, et puis des services publics et de l'État, etc., qu'il ne faut pas perdre de vue. Et donc, un dispositif qui viserait ou qui se contenterait de viser le remplacement du parc à l'horizon 2026 par des voitures zéro émission manquerait une partie de l'objectif. Voilà. Voire l'aggraverait, en effet, avec des effets pervers qu'il faut pouvoir bien analyser et bien anticiper. Donc, il faudra, quand le Parlement sera saisi de la proposition de loi du gouvernement, du projet de loi du gouvernement plutôt, il faudra en effet pouvoir analyser les enjeux en ayant bien conscience que derrière, il y a aussi la question du financement de la Sécu. Merci. Alors, si vous voulez bien garder le micro, j'avais une question parce que ce qui est souvent évoqué en réponse finalement à cette problématique de la voiture salaire, c'est qu'il faut une alternative. Alors c'est vrai, on l'a vu, le cash for car, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une alternative, finalement une première alternative posée sur la table, hein, et ce n'était pas un gouvernement où vous étiez ni les uns ni les autres, donc vous pouvez être assez à l'aise là-dessus. Ça a été un flop total, ça n'a pas fonctionné d'une part, très peu de sollicitations. Donc, le cash for car, ça permettait aux personnes de recevoir l'équivalent en argent, mais quand même défiscalisé. Donc ils recevaient, moyennant ce qu'ils auraient dû perdre sur la valeur de la voiture, ils recevaient de l'argent. Quasiment personne ne l'a sollicité. Ça a été par ailleurs cassé au Conseil d'État parce qu'ils ont pointé une forme d'inégalité de traitement. Et donc, ce qui est depuis 2-3 ans en construction et qui demande encore à être sans doute amélioré, c'est la question du budget mobilité. Et donc, honnêtement, ce budget mobilité, il y a beaucoup de questions autour de ça. Nous, quand on discute avec les citoyens, déjà, il y en a beaucoup de citoyens n'ont jamais entendu parler concrètement du budget mobilité, pensent même que ce n'est pas encore en vigueur, alors que dans les faits, ça fait déjà quelques années qu'on peut solliciter le budget mobilité. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on fait pour rendre ce budget mobilité plus effectif et plus accessible à la fois aux employeurs qui voudraient le mettre en place, mais aussi aux travailleurs qui voudraient en bénéficier? Et alors, c'est quoi en fait le principe du budget mobilité? Puisque l'idée ici, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui, comme moi, ont sans doute dû faire l'effort d'aller regarder un peu ce que c'est. C'est quoi le principe? Si demain, à la place de la voiture salaire, je sollicite un budget mobilité, qu'est-ce qui s'offre à moi? Et en quoi c'est une réponse à ce double enjeu à la fois environnemental et fiscal, quoi. Est-ce que c'est juste une transformation de la valeur de la voiture salaire en un portefeuille de solutions de mobilité, ou est-ce qu'on est allé déjà un peu plus loin dans le budget mobilité? Mais déjà, la grande différence par rapport au système précédent qui en effet a été un flop retentissant, c'est que la conversion doit se faire à l'avantage d'une mobilité plus durable. Donc, en effet, le salarié
se voit proposer toute une série d'alternatives possibles. Et ça peut aller d'une voiture, entre guillemets, propre, zéro émission, à un ordinateur pour favoriser le télétravail, une voiture partagée, un vélo électrique, etc. etc. Et puis, il y a un troisième pilier, la différence non consommée peut être restituée, rétribuée avec un avantage fiscal qui n'est peut-être à nouveau pas la bonne solution parce qu'on recrée les problèmes dont on a parlé, qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais le principe, c'est celui-là. Et donc, la grande différence, c'est que dans le système Cash for Cars, c'était du cash et puis on en faisait ce qu'on voulait. Ici, il faut en effet pouvoir convertir cet argent-là au service d'une mobilité durable. Voilà, donc c'est le gros avantage. Maintenant, je pense, à titre personnel, qu'il faut certainement augmenter les incitants. D'abord, il faut que, je pense, plus de gens soient bien informés du système, tant au niveau des employeurs que des salariés. Mais il faut aussi augmenter la dimension incitative pour que les employeurs massivement commencent à convertir leur politique de package salarial en y intégrant ce système de budget mobilité. Je me permets juste une remarque, vous pouvez garder le micro, c'est que pour préparer du coup cette rencontre, j'ai voulu trouver une définition simple finalement du budget mobilité en me disant je vais moi-même aller quand même m'intéresser parce que le but c'est quand même que je vous interroge un peu plus précisément. Donc je suis tombée sur un site internet qui s'appelle budgetmobilité.be. Et honnêtement, j'ai failli défaillir. Donc, c'est un site qui est mis en place à la fois par le SPF Finance, Mobilité. Donc, c'est un site conjoint de tous les SPF. Je pense qu'il m'aurait fallu peut-être 6 mois pour lire l'ensemble des informations qu'il y a sur ce site internet. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Ou les personnes qui nous suivent peuvent aller jeter un coup d'œil. J'ai eu du mal, alors que je suis quand même en capacité de comprendre des informations de base, à vraiment pouvoir entrer dans le système. Donc, moi, le constat que je fais, c'est entre la personne qui reçoit une voiture salaire, et je le sais parce que voilà, j'ai déjà eu des échos de connaissances, où la voiture arrive dans le garage de l'entreprise avec un nœud rouge, hein, vraiment. Voilà, tiens, voiture salaire, la carte essence glissée sous le nœud, et va rouler 2 fois plus que quelqu'un qui a une voiture privée. Et l'effort, ne fût-ce qu'intellectuel, qu'il faudrait faire pour rentrer dans ce budget mobilité, il y a clairement un enjeu, quoi. Ça donne un peu la sensation de l'extérieur que c'est une alternative qui est mise là parce qu'il faut. Mais voilà, ça pose question, à la fois les questions des piliers, la question, apparemment, régulièrement, il y a des nouveaux avantages qui sont créés. Et donc, est-ce qu'il y a une vraie volonté politique à développer ce budget mobilité, vu la manière dont il est mis en œuvre actuellement, ou est-ce que vous pensez que là-dessus, dans cette législature, on va pouvoir faire quelque chose, quoi, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde de comprendre. Donc, en effet, c'est indéniable, il y a un enjeu de lisibilité. Il y a un enjeu de lisibilité du système et, pour le dire platement, de communication. Voilà. Il faut en effet que ça soit mieux connu. Est-ce qu'il y a une volonté politique de le développer? D'après l'accord de gouvernement, oui, c'est écrit. Voilà. Et l'important, je dirais, c'est que le problème de la voiture salaire est maintenant identifié comme tel. C'est un sujet qui, de manière consensuelle au sein de la majorité, est identifié comme un problème pour les 2 aspects que j'évoquais tout à l'heure, l'impact climatique et l'impact fiscal. Alors, est-ce qu'il faut améliorer le système? Certainement. Et encore une fois, notamment en matière de lisibilité. Et c'est quelque chose auquel, j'imagine, le gouvernement va s'atteler et nous au Parlement aussi, voilà, je présume. Ok, merci. Vas-y, Ma. Juste une petite chose, c'est un peu comme le principe de l'automatisation des droits. En fait, effectivement, parfois, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu une volonté d'y arriver parce que ça allait être
ça allait être trop complexe à mettre en place. Et donc, vraisemblablement, on n'a rien fait pour informer, on n'a rien fait pour permettre, on n'a pas non plus inculqué un peu l'esprit un peu culturel de se dire, ben voilà, une entreprise elle-même, je me demande d'ailleurs si les employeurs eux-mêmes sont au courant ou si c'est même l'employé qui devrait faire la démarche en disant, vous savez, j'ai droit en fait à une alternative de mobilité, etc. Et donc, l'automatisation des droits, c'est un peu la même chose, il y a plein de gens qui peuvent bénéficier d'une série de choses auxquelles ils ont légitimement le droit, mais il manque cruellement d'informations parce qu'on n'a pas voulu y dédier du temps, parce que sans doute on trouvait ça trop compliqué. Ici, il y a vraiment une modification, un switch qui a été opéré, et j'ai quand même confiance dans ce nouveau gouvernement et dans sa volonté à effectivement faire en sorte que ça évolue très positivement. Mais donc, je suppose qu'on s'est dit tous les deux en même temps, tiens, on va aller interroger les ministres respectifs et sans doute que ça fera l'objet d'une question parlementaire. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà ouvert ce site Internet? En tout cas, moi, je le ferai parce qu'effectivement, il faut évidemment, et c'est pareil sur l'automatisation des droits, une simplification. Dès l'instant où les choses sont plus simples, on y va évidemment beaucoup plus facilement. Et là, la mobilité doit être simplifiée, mais donc ça commence aussi par les démarches administratives. Ce que je peux vous faire directement comme retour, Marie-Colline, c'est que il y a déjà toute une réflexion, et c'est un peu ma question suivante par rapport à vos matières en affaires sociales, sur la question de tout ce qu'on appelle les plans cafétéria. Donc, au-delà des voitures salaires, et vous l'avez dit tous les deux, il existe plein de techniques pour faire sortir du salaire du système de solidarité. Donc, la FGTB, notamment fédérale, sort des chiffres régulièrement. On estime aujourd'hui à 12% de l'entièreté de la masse salariale échappe en fait à une forme de cotisation ONSS ou d'impôt. Donc, c'est évidemment énorme. Donc, la voiture salaire en fait partie, mais il y en a plein d'autres. Et donc, dans cet accord de majorité, au-delà de la voiture salaire, il est question d'avoir quand même une réforme fiscale sur le travail. Et donc, en préparant à nouveau cette rencontre, j'ai été sur quelques sites, y compris les sites qui ne sont pas tellement dans notre orientation politique. Chaque fois, ça commençait par la Belgique, championne de la taxation sur le salaire, championne des charges sur le travail. Ça ne manquait pas à chaque introduction. On doit avouer au PAC que quand on a lu l'accord, on était surpris sur le fait qu'on disait qu'on allait diminuer la pression et élargir l'assiette. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire déjà dans l'esprit des personnes qui ont négocié cet accord? Et globalement, comment est-ce que vous comptez y arriver, quoi? Concrètement, à remettre sur la table des choses qui sont très, très courantes dans certains secteurs et avec en face des fédérations d'employeurs très puissantes, surtout dans ces secteurs-là. Il y a un enjeu vraiment majeur. Comment vous pensez qu'aujourd'hui la situation est plus favorable qu'elle n'a été ces 20 dernières années où ces systèmes n'ont fait que se développer sans contrôle? Eh bien, moi, je dirais pour commencer qu'on parlait de simplification, donc c'est une bonne transition. Il faut remettre un petit peu d'ordre dans toutes ces propositions salariales. Je pense que c'est au nombre, il y a un chercheur qui avait fait une étude et qui avait montré qu'il y avait, je pense, 84 modèles salariaux différents en Belgique. Et donc, ça voulait dire que la brochette d'avantages extra-légaux est telle que, en fait, effectivement, on organise sa fiscalité au sein de son entreprise, mais je pense même que les employeurs eux-mêmes ne s'y retrouvent plus dans cette fiscalité. Et donc, si on veut, et ça contribue évidemment aussi au fait d'élargir l'assiette de fiscalité, c'est de se dire, au plus on limitera le nombre de possibilités, au plus on mettra de l'ordre, parce qu'en fait, pourquoi c'est devenu comme ça, pourquoi ces mécanismes? En fait, c'est parce qu'ils se sont ajoutés au fur et à mesure des années. On nous ajoutait l'un, l'autre, mécanisme supplémentaire. Ben, tiens, on va vous proposer telle cotisation en moins via le plan cafétéria. Tiens, on va vous proposer des warrants, on va vous proposer la voiture salaire, on va vous proposer. Et donc, effectivement, à terme, ça a donné lieu à une espèce de mécanisme, de propositions complètement kafkaïennes dans lesquelles on ne s'y retrouve plus. Et donc, clairement, il va falloir mettre de l'ordre. Et c'est le ministre Van den Broek, en tout cas en ce qui concerne chargé des affaires sociales et donc de la sécurité sociale, qui s'est engagé, qui l'a rappelé lors de la présentation des notes de politique générale, à faire, je reprends ces mots, une évaluation et une analyse de l'ensemble des propositions, de vous veiller à voir ce que ça coûte,
clairement de cadastrer, puisqu'on disait tout à l'heure, on ne sait même pas très bien ce que ça représente, et ensuite d'entamer cette réforme fiscale qui veillera forcément à supprimer des doublons, des déductions excessives, inéquitables. Et nous avons fait préciser, et c'était clair, mais ça a été dit et redit, avec aussi le filtre du genre. Parce qu'on sait que tous ces avantages extra-légaux ne profitent pas nécessairement aux professions où il y a une majorité de travailleuses, ne profitent pas nécessairement aux femmes. Et c'est comme ça aussi qu'on construit en fait les déséquilibres salariaux par ces avantages. Et donc, clairement, ça fait partie d'un objectif hyper important et qui devrait se boucler. Je parle de l'analyse, je ne parle pas de la réforme fiscale, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais l'analyse, en tout cas, on devrait quand même en avoir des premiers résultats dans l'année pour pouvoir ensuite, effectivement, anticiper la réforme. Oui, je voulais ajouter un élément. Au-delà de l'enjeu de la complexité du système fiscal, ces rémunérations alternatives, elles posent un problème majeur, c'est celui de, quelque part, vicier le principe de la progressivité de l'impôt. Tu l'as dit tout à l'heure, les revenus qui bénéficient de la voiture salaire, pour rester sur ce thème-là, font partie des 10% des revenus les plus élevés. Bon. Et donc, font partie des revenus qui devraient le plus contribuer à l'effort collectif, entre guillemets. Eh bien, forcément, en amputant une partie de leur salaire en euros pour les convertir en voiture salaire, forcément, on annule l'effet de la progressivité de l'impôt. Donc, il y a l'enjeu de la complexité, de la compréhension du système fiscal, mais il y a d'abord et avant tout un enjeu d'équité fiscale et donc d'égalité. Bon. Dans l'accord de gouvernement, il y a quand même, sur le volet de la réforme fiscale, deux expressions qui sont noires sur blanc et qui me paraissent importantes. C'est un, minimiser les possibilités de faire de l'optimisation fiscale, c'est écrit, et on ajoute de permettre la correcte application de l'impôt, et c'est le glissement progressif des rémunérations alternatives vers des rémunérations en euros. Donc, pour ceux qui en doutaient, l'accord de gouvernement est très clair et tend l'action de ce gouvernement vers, en effet, une réforme fiscale qui devra nécessairement être plus juste, plus progressive et plus égalitaire. Alors, c'est un peu une... Je vais réagir à chaud. C'est compliqué, je pense. Ce qu'il y a dans l'accord, c'est déjà compliqué, mais ça va sans doute l'être encore plus, parce que j'ai quand même le sentiment que, particulièrement cette matière-là, d'un point de vue popularité, on est quand même au fond du panier. Donc ça veut dire qu'il y a un réel engagement des partis qui sont dans cette majorité, y compris si ça leur est défavorable en termes de popularité, d'attaquer le problème à bras-le-corps. Parce que on ne va pas se mentir, nous, il y a 10 ans, je pense quasiment, on avait fait une campagne qui s'appelait à l'époque « Merci l'impôt ». C'était une campagne en partenariat avec la FGTB, tellement à l'époque, c'était déjà compliqué de parler d'impôts. Et donc, je ne dis pas qu'il y a un mensonge dans cet accord de gouvernement, qu'il n'y a pas une intention. Sinon, on ne vous inviterait pas si on n'avait pas confiance. Ce n'est pas la question. Mais à un moment donné, cet accord de gouvernement, il a été aussi ficelé, on va dire, pré-Covid. Et donc, est-ce qu'il y a des garanties clairement post-Covid, post-Covid, oui, post-Covid, mais post... Enfin, on ne sait pas encore tout à fait dans quelle situation on va se passer. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a quand même une volonté de garder ces sujets-là au-dessus de la pile, quoi? Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne va pas reporter ça à la prochaine fois parce que c'est trop compliqué avec le contexte? Moi, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, je suis peut-être trop optimiste et peut-être un peu naïf, mais je l'assume et je le revendique. Mais j'ai quand même l'impression que des choses ont changé avec cette crise. Et que si un consensus se faisait déjà sur le fait que la fiscalité sur le travail était déjà trop importante, je pense qu'avec la crise Covid, certains se rendent compte aussi de la nécessité de pouvoir financer l'État correctement.
et particulièrement la sécurité sociale et les soins de santé. Je veux dire, trouvez-moi aujourd'hui, hein, il faudra les surveiller quand la crise sera passée, mais trouvez-moi aujourd'hui un responsable politique digne de ce nom qui pourrait vous expliquer qu'en effet, il faut faire des économies dans les soins de santé. Bon. Et donc, avant la crise, on était tous d'accord pour dire la fiscalité sur le travail, c'est un problème. La droite répondait, il faut baisser la fiscalité sur le travail. Et nous, on disait, il faut baisser la fiscalité sur le travail et la compenser par une fiscalité ambitieuse sur le capital, notamment. Bon. Pour ne pas définancer l'État. Eh bien, aujourd'hui, alors que tout le monde maintenant est d'accord pour dire que l'État doit être financé correctement, particulièrement la sécu et les soins de santé, il va falloir trouver des solutions pour tenir les deux objectifs, baisser la fiscalité sur le travail, financer les soins de santé, et ça passera nécessairement par un autre type de fiscalité sur le capital, sur les épaules les plus larges, etc., etc., sur les multinationales, sur les GAFA. Il va falloir être ambitieux, mais je crois qu'il y a vraiment un moment, la crise nous offre un moment keynésien pour repenser fondamentalement nos fondamentaux en matière de fiscalité et du rôle de l'État. Et moi, je me souviens, j'ai interrogé à quelques reprises Alexander De Croo avant même qu'il soit Premier ministre, et lui-même le disait, il l'a dit d'ailleurs sur des plateaux télé, la crise a changé quelque chose chez moi. J'ai ouvert les yeux sur certaines choses. Bon, j'ai envie de le croire. On verra bien, on verra le bilan à la fin, mais en tout cas, nous socialistes, et je présume les écologistes aussi, au gouvernement, on y sera attentifs. Merci beaucoup. Je regarde juste l'heure. Ok, on a encore un petit peu de temps. Ce que je voulais peut-être revenir et plutôt peut-être à Marie-Colline Leroy poser une question. Souvent, ce qui nous revient quand on travaille cette campagne, faut être honnête, ça faisait longtemps que le PAC n'avait pas fait une campagne qui nécessite à ce point-là le plus de regard de loin. Alors, je suis ravie que vous ayez accepté de venir répondre, mais ça n'a pas toujours été évident de dialoguer, y compris avec le politique. C'est un peu le sujet dont personne ne veut. Tout le monde sait que c'est un problème, effectivement, mais de là à vouloir venir s'exprimer sur la question, il y a une marge. Ce que je peux comprendre, puisqu'il est très impopulaire et très complexe. Sur la question de la voiture salaire. Oui, oui. Et donc, on a fait cette campagne à la fois pour sensibiliser le politique et amener ce sujet sur la table des négociations, mais on a fait aussi pour changer le rapport culturel des citoyens, y compris les citoyens. Nous, on ne travaille pas avec des top managers d'entreprise nécessairement, mais il y a vraiment ce rapport de « oui, mais moi, mon fils, il a fait des études et il a reçu une voiture salaire dès qu'il a commencé à travailler ». C'est vraiment un signe de réussite. Et donc, dans ce que les gens nous disent, c'est une revendication de gens de la ville, quoi, de gens qui ont accès au transport en commun et donc ils peuvent se passer effectivement de la voiture. Et en plus, les gens de la ville souffrent effectivement de l'accumulation. Donc, je sais plus le chiffre, mais une énorme quantité de voitures qui rentrent tous les jours dans Bruxelles sont des voitures salaires. Donc, effectivement, on souffre de cette surpopulation de voitures. Et donc, quelle réponse finalement, si on se cantonne à la fois au débat fiscal, je pense qu'on oublie une partie du problème, c'est se déplacer. Alors, il y a certes le budget mobilité, mais qui ne va pas tout de suite être accessible à tout le monde, mais dans ce changement culturel de rapport à la voiture, il y a un enjeu de mobilité. Alors, c'était pas fait exprès, mais on se réjouit de l'annonce d'un peu de enfin ce ticket unique attendu depuis 20 ans à Bruxelles et en dehors de Bruxelles. Mais globalement, comment on permet aux gens de se déplacer autrement? Aujourd'hui, en 2021, c'est quoi la réponse concrète d'un pays comme le nôtre qui dispose d'infrastructures quand même très importantes et qui font que quelqu'un qui voudrait venir en transport en commun à son travail doit parfois multiplier 2, 3, 4 transports pour le faire, quoi. Mais clairement, c'est l'argument que nous avons, nous aussi, le plus entendu et qui tient tout à fait la route. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien gentil de supprimer cette voiture salaire, mais pour nous, c'est un besoin essentiel, un besoin vital. C'est une vraie valorisation pécuniaire dans notre foyer. Et chez nous, moi je viens d'un milieu rural, chez nous, on se dit, se passer d'une voiture, c'est impossible. La plupart des maisons, des foyers ont 2 voitures parce que c'est impossible de faire autrement. Mais je pense qu'il y a quand même aussi 20%, dit-on, de personnes qui seraient prêtes à se passer de cette voiture salaire pour l'instant, déjà maintenant, mais qui n'en ont pas les moyens parce qu'il n'y a pas d'alternative de mobilité. Et donc,
c'est effectivement ce qu'on a beaucoup entendu. D'ailleurs, Grun pourrait témoigner que ça a été compliqué, la campagne pour eux sur cette question-là, que ce n'est pas un dossier facile, qu'effectivement, on nous l'a beaucoup reproché en disant on n'est pas prêt à ça. On l'a entendu. Ce n'est pas pour rien aussi que ce soit à la région wallonne, à la région bruxelloise ou au fédéral, on a pris les compétences de mobilité en disant, eh bien, très bien, pari tenu, on entend bien. Et ce que nous allons faire, nous, notre objectif, c'est commencer par proposer ces alternatives. Et puis ensuite, parallèlement, on proposera progressivement l'alternative de mobilité. Je pense qu'il y a plein de gens qui préfèrent franchement faire quelques kilomètres à vélo, pouvoir aller à pied jusqu'à un arrêt de bus pour pouvoir aller prendre un train. Le ministre de la Mobilité, Georges Ilkiner, a rappelé que lui souhaitait avoir, je pense qu'il a dit, un train toutes les 30 minutes dans les gares. Mais voilà, ça a du sens de se dire, ça doit être facile, ça doit être plus facile et ça doit être tout aussi confortable. Alors, clairement aussi, sur la quantité de trains, sur le fait que toutes les petites gares soient davantage desservies, sur le fait qu'il y ait des propositions qui sont faites avec les transports de bus, les sociétés publiques, pour essayer de faire en sorte qu'on trouve des alternatives, parce qu'il est vrai qu'on ne va pas faire rouler un bus qui peut avoir autant de personnes, une capacité d'autant de personnes, si c'est pour 4-5 personnes dans un village, bien entendu. Mais donc, il y a des alternatives et on va les trouver. Et je pense, alors, sur la crise et ses opportunités, je pense qu'on a besoin de trouver des opportunités. Et je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui ont redécouvert le plaisir de la mobilité active, c'est-à-dire aller à pied, aller à vélo, ça peut aussi être agréable. Et donc, pour nous, ça, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est comme ça qu'on va commencer le travail, maintenant qu'on peut essayer en tout cas et qu'on a les compétences adaptées. Je soulignerai quand même que globalement, comme on l'a déjà dit, la voiture salaire, c'est les revenus, mais ceux qui n'ont pas de voiture salaire, qui doivent avoir 2 voitures, c'est aussi ceux qui peuvent se le permettre. Cette question de la mobilité à construire en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles, ça fait très longtemps que les classes populaires, les travailleurs précaires souffrent de cette mobilité. Chaque fois qu'il y a une révision des plans de transport de la SNCB ou autre, ils sont toujours impactés. Par exemple, les gens qui travaillent aux pauses, qui se retrouvent avec plus de train. Donc, au-delà de la voiture salaire, il y a vraiment un enjeu à penser la mobilité aussi pour permettre à ceux qui ne peuvent pas accéder à la voiture, soit par leur emploi, soit à titre privé, de pouvoir se déplacer pour leur loisir comme pour leur emploi. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment repenser la mobilité. C'est un enjeu qui doit être vu transversalement et pas uniquement en alternative à quoi. Je voudrais ajouter un petit élément. Donc moi, je suis un authentique rouge-vert. Je suis très, très sensible aux enjeux climatiques, mais dans une perspective sociale. Et ce que tu as dit sur les travailleurs qui font les pauses, je veux dire, j'allais l'aborder, c'est un enjeu qui est majeur. Et donc, on connaît l'objectif. On sait qu'il y a des enjeux majeurs et même vitaux en matière de réduction des émissions de CO2. Mais je pense qu'on n'atteindra pas l'objectif en culpabilisant les gens. Voilà. Et particulièrement en culpabilisant les travailleurs qui, en effet, ont besoin de leur voiture pour travailler. Donc, il faut être attentif à ça. Et en effet, faire en sorte de développer les alternatives de mobilité sans se faire piéger par un débat qui serait centré uniquement ou exclusivement sur le cadre de vie des urbains. Alors, je suis un amoureux de la ville, je suis un défenseur des centralités et des polarités des villes, mais il y a aussi toute une partie de la population qui vit en milieu rural. Et il faut être attentif à leur réalité, comme il faut être aussi attentif à la réalité des familles. Élever une famille, a fortiori une famille nombreuse, sans voiture, on peut faire des lignes de vélo avec le papa devant et la petite fille de 3 ans derrière, comme des lignes de canard, mais c'est compliqué. Hein, objectivement, moi j'ai 3 enfants, si j'avais dû élever mes enfants, les conduire à la crèche, au sport, etc., tout ça à vélo, objectivement c'est difficile. Donc il faut tenir compte de cette réalité-là. Et puis, il y a un autre enjeu qui se pose finalement et qui est pour moi peut-être même le fil conducteur de la plupart des enjeux qui se posent en Belgique, c'est l'enjeu
de la périurbanisation, l'étalement urbain. Voilà, on est dans un pays qui adore depuis des décennies l'étalement urbain, contrairement à d'autres pays qui ont mieux respecté les polarités et les centralités. Et donc, il faut aussi penser la mobilité en lien avec cette espèce de tendance lourde belge, purement belge, qui existe aussi en France, mais qui existe beaucoup moins dans d'autres pays voisins, c'est cette tendance à construire, à urbaniser à tout va dans les zones périphériques des grandes villes. Mais oui, mais alors, il y a vraiment un enjeu de mobilité majeur. Et si on continue ces dynamiques d'étalement urbain et qu'en même temps, on veut diminuer l'impact de la voiture, je veux dire, c'est deux dynamiques totalement contradictoires, en fait. Et donc, on ne pensera pas l'un sans l'autre. Tout à fait. Alors, est-ce que vous voulez encore, Marie-Colline, vous voulez encore réagir à ce que Malik vient de dire ou... Allez, d'accord. On a justement une série de réactions et de questions. Alors, il y a des choses qu'on a déjà abordées, mais je vais quand même les citer pour vous dire que voilà, c'est pas que le PAC, c'est aussi les gens qui suivent. Il y a visiblement pas mal de réactions, donc c'est que le sujet fait débat. Donc, il y a notamment des personnes qui évoquent la question des gens qui ont une nécessité de leur voiture. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, en tout cas pas devant la caméra, mais en discutant un peu avant. Il y a quand même une distinction à faire entre une voiture utile à la fonction et une voiture salaire. Qu'est-ce qu'on fait comme distinction? Est-ce que éventuellement, Malik, vous pouvez préciser? Oui, donc en effet, il faut aussi distinguer les catégories de travailleurs. Il y a des voitures salaires qui servent uniquement à, comment dire, augmenter la valeur du paquet salarial de manière artificielle et qui ne servent qu'à ça. Et puis, il y a les voitures utiles à l'exercice de la fonction. Voilà, au cahier de charge qui est entre guillemets, approuvé par le travailleur. Donc, des commerciaux qui sont sur la route, c'est le meilleur exemple, les infirmières à domicile, etc. etc. Je veux dire, il ne faut pas, entre guillemets, jeter le bébé avec l'eau du bain ou tout mettre dans le même, enfin, mettre tous les travailleurs ou tous les employeurs dans le même panier. Eh bien, cibler là où, en effet, la voiture salaire a un impact négatif, comme je le disais, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les émissions de CO2 ou sur les rentrées fiscales. Juste préciser, parce que comme ça, c'est très simple. Ici, on parle de la voiture salaire, on n'a jamais parlé de la voiture de fonction et donc, ou de la voiture professionnelle. En général, on fait vraiment la distinction et avant, beaucoup moins. Et c'est vrai que maintenant, on a tendance vraiment à utiliser ce terme voiture salaire. Ça ne comprend évidemment pas toutes les fonctions dont on vient de parler. Alors, c'est pour ça que la campagne du PAC s'appelle Stop voiture salaire. On a fait vraiment attention à ça. Et il faut quand même aussi comprendre, ça vous le savez sûrement, mais je le dis pour les gens qui nous suivent, que l'absence de cadastre clair sur ces voitures fait que tout est mélangé. On ne peut pas, on peut pas dire telle voiture est une voiture salaire qui est aussi une voiture de fonction, telle voiture ne l'est pas. En fait, il y a les voitures des indépendants et puis tout le reste, c'est des voitures de société. Donc, il y a vraiment une nécessité, vu l'ampleur du phénomène, et ça fait partie de nos revendications notamment, que l'État se donne les moyens de cadastrer clairement quelles sont ces voitures et à qui servent-elles. Ça, c'est une étape primordiale, à la fois pour ne pas impacter des gens qui en auraient vraiment besoin, mais aussi pour pouvoir évaluer l'évolution de cette voiture salaire. Alors, voilà, et donc il y a quelqu'un qui effectivement évoque ce dont Malik vous avez parlé, la question de la périurbanisation, et qui dit tant que les gens auront la sensation qu'ils peuvent accéder facilement à une voiture, ils vont sortir des villes. Alors moi, je fais le lien, donc on en a un peu parlé, on va peut-être pas réapprofondir ça. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu dont on n'a pas parlé ce soir, qui est finalement l'enjeu télétravail Covid? Toutes ces voitures salaires de ces cadres moyens qui ont été chez eux pendant des mois, est-ce que du coup, ça ne fait pas une aubaine finalement de ce point de vue-là, de se dire, en fait, oui, vous avez bénéficié d'une voiture dont vous n'avez pas eu l'usage ou peu d'un point de vue professionnel. Est-ce que ça fait partie aussi des éléments sur lesquels vous imaginez faire levier dans les négociations? C'est-à-dire que clairement, là, on voit, et c'est vrai que donc les négociations se sont déroulées entre deux confinements. Et clairement, la question du télétravail, elle est
chez tous les ministres qui ont une compétence professionnelle, que ce soit pour la fonction publique, que ce soit pour le ministre de l'Emploi. Tout le monde se pose cette question sur l'après, parce qu'on a aussi vu qu'il y avait énormément de déplacements qui étaient devenus relativement inutiles. Aujourd'hui, on sait on a découvert à quel point il y avait des réunions qui étaient très importantes physiquement, et puis il y avait aussi plein de réunions qui semblent tout à fait abordables à distance avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc ça, clairement, ça va probablement impacter. Alors sur la périurbanité, moi je dirais que c'est peut-être effectivement parce qu'on a le sentiment que la voiture est plus accessible, ça c'est clair. On parlait ici de dire tout à l'heure, il ne faut pas non plus faire la morale à ceux qui seraient déjà installés dans cette périurbanité. Donc à un moment donné, il faut aussi maintenant trouver des solutions. Et je vais prendre l'exemple ça marche pas, la région de Picardie. Le conseil de... Ça va mieux? Le conseil de développement, par exemple, travaille maintenant à essayer de mettre au point une centrale de mobilité qui est déjà un projet qui fonctionne dans d'autres régions. Je parle de celle-là parce que c'est là où je vis et où on montre en fait qu'il y a quand même moyen de développer un certain nombre d'opportunités de mobilité parce qu'il y a quand même des gens qui resteront en périphérie des villes et ces gens-là doivent aussi pouvoir trouver des solutions alternatives. Je peux ajouter un truc sur le télétravail rapidement. Donc, en effet, je pense que cette crise nous a montré qu'on pouvait aussi changer. Il faut changer le micro. Ouais. Voilà. Donc, la crise nous a montré qu'il fallait aussi changer notre rapport au travail. Maintenant, moi je dis qu'il faut être prudent aussi. Il ne faut pas se précipiter en disant le télétravail c'est la solution à tout, parce qu'il y a aussi des effets pervers, des effets négatifs. On ne distingue plus son milieu de vie et son milieu de travail. On va couper 30 secondes, il n'y a plus de son. On a un problème avec le son. On essaie de régler le problème tout de suite. Non, c'est fait, s'arrêtez. C'est bon? Désolée pour cette pause. C'est parce que ça devait être censuré. Donc voilà, mais je pense que vous êtes revenus. C'est bon, vous nous entendez? Oui, voilà. Désolée pour cette petite pause et je redonne la parole à Malik. J'étais pas assez politiquement correct. Non, c'est pour rire. Non, mais on parlait du télétravail et je disais que de mon point de vue, en effet, la crise nous avait permis de repenser notre rapport au travail. En effet, nous rendre compte qu'il y a des réunions qui peuvent tout à fait se tenir à distance. Mais je disais aussi que, de mon point de vue, il fallait être prudent, raisonnable, réfléchi et ne pas se précipiter en disant le télétravail, c'est la solution à tout. En effet, le télétravail génère aussi des effets pervers. Par exemple, la non-distinction, la confusion du milieu de vie et de l'espace de travail. La difficulté aussi des interférences, des interactions avec les enfants, par exemple. Donc, c'est quand même, ça ne va pas de soi. Ça apporte des solutions, mais il ne faut pas imaginer que massivement, on va tous pouvoir continuer à télétravailler dans l'isolement total, sans interaction humaine avec ses collègues, etc. etc. Voilà, je pense que ça génère aussi beaucoup de malaise, voire de détresse psychologique, et qu'il faut pouvoir être attentif évidemment à tout ça. On n'est même pas tout à fait d'accord avec ces écueils, mais et effectivement, globalement, les professions qui télétravaillent, ce n'est pas à nouveau toutes les professions. Et donc, repenser le modèle du travail à travers uniquement le télétravail, c'est aussi faire le risque de masquer toute une série de réalités professionnelles, de femmes justement en première ligne. Mais certainement que pour les professions visées par la voiture salaire, cette question du télétravail aura un impact sur les négociations des travailleurs eux-mêmes.
Et comme dans le budget mobilité, je sais qu'un des aspects, c'est le financement du logement. Donc, dans ce budget mobilité, les travailleurs peuvent aussi faire participer l'employeur au financement de l'achat d'un logement qui les rapproche de leur lieu de vie, enfin de leur lieu de travail. Peut-être qu'il va y avoir un intérêt par rapport à ce budget mobilité. Il y avait une question sur la périurbanité. Hein, et donc, le raisonnement, c'était de dire, à partir du moment où on a facilement une voiture, on quittera la ville. C'est peut-être aussi le processus inverse, hein, parce que plus que la voiture, le Graal absolu, hein, dans l'imaginaire social, c'est la 4 façades avec le jardin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est le rêve ultime, c'est le symbole de la réussite. Quand on a sa 4 façades avec son jardin, c'est qu'on est bien. Voilà, toi, tu es bien, tu as réussi. Si en plus tu sais mettre une piscine, c'est encore mieux. Et si tu as 2 voitures devant, c'est parfait. Bon. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de substrat culturel comme ça qui fait que, bon, on a cet objectif-là, cet objectif de vie qui est le couple, les 2 enfants, les 2 voitures, la piscine, le grand jardin et les 4 façades. Voilà. Donc, il y a un travail culturel à réaliser, mais pour moi, l'étalement urbain, c'est d'abord une question de choix politique, qui ne relève pas d'ailleurs du fédéral, qui relève des régions, mais les politiques d'aménagement du territoire, je pense, ont depuis toujours sous-estimé la gravité des effets de l'étalement urbain. C'est des dynamiques. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais moi, ça me passionne. Ça crée des fractures territoriales qui se superposent à des fractures sociales. Je le vois très bien, moi, dans ma ville, à Verviers. Verviers, c'est une ville qui est fracturée en deux entre un territoire riche et un territoire pauvre. Et le territoire pauvre, c'est la vallée, c'est le bas. Et plus vous montez, plus socialement, on s'en sort bien. Voilà. Donc, voilà, ce sont des choix politiques. Quand on décide de donner des permis pour des grands lotissements de 200 ou 300, 4 façades en périphérie des villes, les villes vont continuer à fournir l'emploi. Les gens viendront travailler à Bruxelles, à Verviers, à Namur, etc., etc. Et puis ils iront le soir, ils retourneront vivre dans leur 4 façades à 20 minutes, 30 minutes de la polarité, de la centralité. Et c'est un énorme problème dont, à mon avis, les régions devraient mieux se saisir. Est-ce que je pourrais quand même ajouter une petite chose? Peut-être parce que je suis... Ah oui, je dois changer. Bon, je garantis que nous faisons... Voilà, laver les mains avant, on refera bien entendu après. J'ai quand même envie de défendre les gens qui ont fait le choix de la campagne. Moi-même, ayant fait le choix de la campagne, c'est pas nécessairement parce que je n'ai pas de piscine je suis... Bref, et quand bien même, je veux dire par rapport à ces gens peut-être qui nous écoutent et qui ont fait le choix d'une piscine, notamment pour l'été prochain parce qu'ils n'ont pas bougé cet été, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi beaucoup de gens qui choisissent à la campagne et que je connais personnellement en choisissant un mode de vie de transition, de transformation aussi de leurs habitudes de vie. Un voisin qui se lance dans le maraîchage, je veux dire des gens qui ont choisi aussi de vivre à la campagne parce que ce qu'ils y trouvaient était pour eux extrêmement important, pertinent, parce qu'ils avaient envie de retrouver aussi le plaisir de travailler la terre, mais vraiment parce qu'il y en a plein en fait dans les milieux, dans les campagnes. Et donc je sais bien qu'on ne parle pas nécessairement des espaces de lotissement, on parle peut-être d'autres choix de vie, mais je pense que c'est important effectivement de ne pas hiérarchiser les modes de vie choisis ou voulus, mais davantage de se demander comment on fait pour que la mobilité, en tout cas, ne soit pas un indicateur d'inégalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce ne soit pas financièrement impactant sur le choix de vie qu'on a envie de mener, qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne. Alors, bien entendu, il y a des travers, il y a des difficultés, il y a des choix qui sont moins durables que d'autres peut-être, mais et des non-choix aussi. Mais je ne voudrais pas qu'on sous-entende que c'est de la responsabilité personnelle, quoi. Il y a aussi des impacts sociaux et sociétés. Et donc, voilà, moi, je voulais juste le dire, en tout cas, que
effectivement, la mobilité, ça ne doit pas être un confort de vie où on peut se permettre mais ça ne doit pas non plus être une contrainte à un choix de vie qu'on voudrait mener. Il y a des gens pour qui être à la campagne, être dans un environnement qui n'est pas urbain, pour certaines personnes, c'est extrêmement important. Je vais essayer de lever une ambiguïté, hein. Donc, moi, je ne... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que, et encore une fois, ce n'est pas le débat, je le sais, mais bon, puisqu'on en parle, on en parle. On clôture sur ce sujet-là. Oui, alors ce n'est pas un enjeu de ville-campagne. Moi, je considère que les dynamiques de périurbanisation, d'étalement urbain, fracturent les territoires urbains socialement et en même temps défigurent, déstructurent les territoires ruraux, les villages. Les villages sont déstructurés par ces dynamiques un peu néo-rurales qui viennent en effet parfois abîmer les paysages. Alors, je ne stigmatise pas les choix individuels, pas du tout, mais quand de proche en proche, petit à petit, finalement, un village se retrouve avec des nouveaux lotissements, une rue par-ci, une rue par-là, etc., au final, on est à la campagne, mais on a déstructuré la campagne. Donc voilà, et je pense que l'impact CO2 de ce type d'habitat-là, fût-il l'objet de maraîchage dans le fond du jardin, je pense qu'il est supérieur à celui qui vivra dans le centre du village ou dans la ville. Je vais devoir clore ce débat sur la ville et la campagne, mais on pense notre campagne de l'année prochaine, donc je vois que là-dessus, je pourrais vous réinviter si on travaille ça. Il y a quand même encore des réactions de personnes dont je remercie d'ailleurs l'intervention, comme Luc, Grégory, Laurent. Et donc, il y a un point qui est revenu 2-3 fois dont j'aimerais vous poser la question, c'est parfois, est-ce qu'un incitant intéressant à basculer sur les transports, ce n'est pas la gratuité des transports publics, partielle ou totale? Donc, c'est aussi un autre sujet, mais c'est vrai, par exemple, que le prix de certains transports, surtout quand on doit avoir une voiture parce qu'on habite loin ou quoi, donc quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà, il y a aussi, pour clore un peu votre débat précédent, j'aimerais dire que il n'y a pas du tout de volonté opaque de stigmatiser les choix individuels, il y a une volonté de responsabiliser le politique. Donc, à un moment donné, les orientations politiques d'une société, ils sont plus ou moins inégalitaires par rapport aux décisions qui sont prises par l'autorité. Et je crois qu'à la fois dans le développement des villes et des campagnes et dans les choix de mobilité, parfois on n'est pas populaire parce qu'on fait des choix impopulaires, mais on dessine la société de demain avec un vrai projet politique. Et donc, cette question, par exemple, des transports gratuits est revenue souvent en disant bah, « Oui, mais pourquoi est-ce qu'alors on ne fait pas les transports gratuits ?» Et une autre personne disait « Attention à cette réflexion sur le côté les bus pas rentables avec une ou deux personnes. À partir du moment où le transport public, c'est un transport public, un service public, on devrait considérer, même s'il n'y a qu'une personne dans le bus, si cette personne en a besoin, ça doit être une mission de service public d'organiser des transports pour ceux qui en ont besoin. » Est-ce que ça, la question à la fois de la gratuité des transports, mais aussi d'une offre de transport peut-être à perte, c'est quelque chose qui serait une forme de réponse à aujourd'hui l'inadaptation finalement des transports en commun par rapport aux réalités des travailleurs, mais aussi des écoliers. Enfin, il y a plein de catégories de personnes qui prennent le transport. Oui, c'est d'ailleurs un peu l'initiative en région wallonne, hein, puisqu'on va évidemment vers la gratuité des plus jeunes pour commencer. Donc, clairement, nous avons toujours prôné en fait l'idée que un transport en commun qui soit extrêmement démocratique, voire gratuit, est sans doute un incitant qui a du sens. La répartition du coût sur le plus grand nombre, forcément aussi, parce qu'au plus de gens empruntent les transports en commun, au plus effectivement on serait supposé le payer moins cher. Alors effectivement, le laisser aussi dans le sillage public, pour nous, est un élément extrêmement important de faire en sorte que les transports en commun restent du domaine public. Et sur la question des transports de bus pour une personne, même une personne, bien entendu, mais c'est la question de la capacité du bus. C'est-à-dire qu'avec les tech, hein, l'entreprise tech, on travaille à faire en fait des propositions d'offres de petits circuits
de micro-circuits qui vont d'un endroit, d'une zone à une autre, parfois d'une entité à une gare, etc., mais avec des plus petits véhicules, simplement. Donc, évidemment, l'offre est toujours là, mais le bus accordéon, comme on l'appelle, effectivement, n'est peut-être pas toujours indispensable à toutes les heures de la journée. Donc, c'était simplement ça, mais bien entendu, faire en sorte qu'il y ait un passage régulier dès l'instant où il y a un besoin. Il y a énormément de communes, d'ailleurs, qui ont fait un cadastre et un profil de gens. C'est le cas de la commune près de chez moi, Elzel, où très vite, le collège a mis en route une espèce d'audit comme ça des besoins de l'entité pour essayer, après, avec les techs, d'imaginer des circuits qui seraient adaptés aux besoins du moment. Les discussions sont en cours et je pense que c'est plutôt intéressant comme initiative. Il y a encore quelques questions et remarques. Donc, je vous donne des remarques comme ça, mais on en a déjà parlé, mais c'est quand même pour permettre aux gens. D'habitude, on a des vrais gens dans la salle, c'est quand même un peu. Enfin, on a quand même des vrais gens. Je remercie d'ailleurs mes collègues à la technique, Pierre et Davidé. On n'est pas tout seul. Mais donc, non, ce n'est pas des humanoïdes, et tant mieux. Donc, il y a d'autres personnes qui évoquent, bon, ça demande pas nécessairement une réaction directe, mais c'est vrai qu'il y a eu des signaux un peu défavorables envoyés ces dernières années, notamment le fait que les parkings SNCB sont devenus payants à certains endroits. Donc, à la fois, on incite la mobilité douce, mais en même temps, ce coût-là, il a fallu négocier d'entreprise en entreprise. Est-ce que l'employeur le prend en charge ou pas? Je sais que c'est dans les idées, que ce soit compris dans le budget mobilité qui doit être revu. Donc, de dire qu'il faut que du domicile au lieu de travail, le travailleur puisse venir solliciter pour tous les coûts inhérents à son déplacement le budget mobilité, mais ce n'est pas encore effectif. Donc ça, est-ce qu'il faut payer le parking ou est-ce qu'il faut rendre le parking gratuit à la base? C'est aussi une question, parce qu'à nouveau, les personnes qui peuvent négocier avec leur employeur, qui ont les capacités de négocier, qui sont dans des grosses structures, ont peut-être négocié ça. La caissière, l'aide familiale, elle ne va rien savoir négocier et c'est des coûts qui lui reviennent directement chez elle. Ce que quelqu'un dit aussi, donc il y a quelqu'un qui dit, quand vous parlez de véhicules zéro émission, prenez-vous en compte les désastres écologiques liés à la production de ces voitures? Donc on a parlé du zéro émission et du risque que ces voitures sont, voilà, une Tesla, je ne sais même pas combien ça coûte, mais j'ai l'impression que ça coûte beaucoup d'argent. En tout cas, elle renvoie... Combien? 60 000 €, voilà, pour une Tesla. Donc déjà, l'impact fiscal de cette voiture qui fait sortir une partie du salaire en voiture serait énorme. Mais qu'en est-il en fait du coût environnemental de production de ces voitures? Il y a eu sur Arte, d'ailleurs je conseille, c'est toujours visible, un très bon reportage sur justement les énergies dites vertes qui serviront aux voitures. Comment est-ce qu'à l'échelle de la Belgique, parce que j'ai conscience aussi que je vous demande peut-être beaucoup de là où vous êtes, mais comment est-ce qu'à l'échelle de la Belgique et de secteurs très puissants comme l'automobile, on fait face en fait à ces dérives en fait de greenwashing de l'automobile? Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie des discussions quand ça a été mis sur la table? Alors oui, c'est une question importante qui, je pense que c'est même repris dans l'accord de gouvernement, le fait de prendre en compte l'ensemble du cycle de production et le cycle de vie de la voiture en l'occurrence, parce qu'en effet, voilà, et je me souviens du reportage d'Arte qui était édifiant, qui a fait aussi l'objet après de débats forcément. Mais donc en effet, tenir compte de l'ensemble du cycle de vie pour mesurer l'impact CO2 complet de ce cycle de vie, c'est un exercice qu'il faudra faire quand, en effet, les textes arriveront sur les tables du Parlement. Et donc, voilà, je peux juste dire qu'on y sera attentif autant que possible, parce que ce n'est quand même pas un exercice qui est hyper simple à réaliser. Alors, on parle beaucoup des voitures électriques pour le moment, mais il y a aussi des progrès technologiques qu'on voit poindre comme ça au loin, et notamment en matière d'hydrogène. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver, qui permettront peut-être aussi, par la technologie, de répondre à l'enjeu plus facilement. Peut-être aussi dire que
l'impact, alors effectivement, ce qu'on a pu voir sur ce reportage et en fait ce qu'on apprend petit à petit est absolument terrifiant et proche aussi de ce qu'on connaissait déjà de la fabrication des smartphones, etc. Pour nous, ce qui sera aussi important, c'est qu'à minima, donc si on doit fonctionner avec des voitures, qu'à minima on fonctionne effectivement avec des voitures électriques, ok, mais que du coup, cette énergie grise, donc toute celle prise sur la construction, ne soit pas vaine et ne soit pas à durée trop limitée. Ça, c'est un autre problème aussi de ces voitures salaires, c'est leur durée de vie, en fait, en tant que voiture salaire. C'est-à-dire qu'il y a un roulement extrêmement régulier et beaucoup trop régulier. Et donc, pour nous, les voitures électriques ne doivent pas, à un moment donné, avoir des durées de vie très limitées où on remplacerait. Et puis, évidemment, elles passent après sur le marché d'occasion, etc. Mais il n'empêche que ça veut dire qu'on crée encore de la production. Et donc, pour nous, c'est aussi important qu'on essaye un peu d'enrayer cette habitude de garder une voiture 4-5 ans et puis après, on passe à autre chose. Parce qu'effectivement, alors, là, vraiment, sur la production, en termes d'énergie grise, sur une voiture électrique, ça devient absolument affolant. Clairement. Alors après, comme pour les smartphones, il y a aussi d'autres leviers qu'on pourrait mettre en place et que nos collègues compétents en matière environnementale connaissent évidemment, c'est de faire en sorte aussi que, au départ, cette énergie grise et cette recherche de minerais, etc., se fasse dans d'autres conditions, différemment et en étant davantage respectueux de ce qui se trouve dans les terres et respectueux des travailleurs. Je vais peut-être là-dessus, parce qu'effectivement, on avait à la fois interpellé le politique via la possibilité des citoyens de vous écrire en direct. Vous avez été pas mal sollicité. Puis on vous avait renvoyé un courrier disant que ce qu'il y avait dans l'accord de ce point de vue-là nous semblait quand même un peu une fausse bonne idée. Il est clair qu'on est particulièrement attentif chez Présence Action Culturelle à le mythe en fait de la science qui va nous délivrer des enjeux climatiques. Et donc, à la fois, la technologie permet ici et là de répondre à des problèmes très spécifiques. À la fois, souvent, elle vient masquer ou comme le modèle global, je vais dire un gros mot, mais est largement capitaliste et ultralibéral, systématiquement, la question des ressources se reporte sur le plus dominé de la société ou du monde. Et donc, effectivement, voilà, toute la question des minerais, toute la question de la production. Sur la question de la durée de vie des voitures salaires, c'est clair que c'est un argument qui est souvent renvoyé par les fédérations de producteurs automobiles de dire ce sont des voitures récentes, donc peu pollueuses. Sauf que les analyses montrent que comme c'est des grosses voitures, le côté récent est annulé complètement par le côté grosse cylindrée. Et par ailleurs, voilà, si c'est des voitures qu'on change tous les 2-3 ans, mais que c'est les plus grosses voitures en termes de cylindrée, on préfère une voiture moyenne qu'on garde plus longtemps, même si elle pollue. Il y a un autre aspect qui est soulevé par quelqu'un qui nous suit en ligne, c'est de dire c'est des voitures pour lesquelles, comme les personnes ne les payent pas, le taux d'accident et de petits accidents est plus élevé que sur des voitures personnelles. On fait plus vite réparer parce qu'on ne paye pas les assurances et que globalement, dans le secteur des assurances voitures, il y a une tendance à maintenir les assurances un peu plus élevées pour couvrir en fait des risques plus globaux. Donc, ça a un impact à nouveau, même en termes d'assurance. Je vais le dire, 2 fois plus de kilomètres, effectivement. Hop, je reprends pour peut-être encore une ou deux remarques ou questions qui ont été envoyées. Il y a Luc qui nous dit les transports en commun sont déjà remboursés 75 à 100% pour les travailleurs par l'employeur. Alors, c'est effectivement le cas, sauf que parfois, l'idée, c'est aussi de favoriser le transport en commun, je pense, gratuit, au-delà du travail. Donc, c'est-à-dire, si l'offre de transport en commun est mieux fournie, elle l'est globalement. Ça veut dire que le week-end, quelqu'un qui veut venir à Bruxelles, passer le week-end et qui habite à Liège, s'il a une bonne offre de train, il vient en train, il ne vient pas en voiture. On ne vise pas que les travailleurs, évidemment, dans le débat, même si la voiture salaire touche au débat. Il y a Denis Dargent qui dit qu'il est tout à fait d'accord avec Malik sur la politique d'aménagement périurbain en région wallonne, qui est une catastrophe. Donc voilà, on a notre campagne visiblement 2021. Je regarde ici. Bon, on va pas. Il y a quand même quelques remarques. Je les répercute parce qu'elles sont là. De personnes
qui estime quand même qu'on met beaucoup en place de nouvelles taxes, que le politique va vite pour mettre en place de nouvelles taxes, mais qui ne montre pas assez lui-même le bon exemple. Je le dis parce que les remarques sont là. Voilà, ça c'est quelque chose aussi. Bon, voilà, c'est quelque chose aussi qui. Je pense que ça participe peut-être, puisque la voiture est accessible à certaines catégories professionnelles, à l'idée que c'est quelque chose qui s'est maintenu très longtemps en fait dans la durée, alors qu'on sait qu'il pose problème, parce que les gens qui en bénéficient s'assurent de garder leur avantage. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi, je pense, auquel vous serez sûrement confrontés quand vous mettrez ça sur le tapis, quoi. La longévité de cette mesure, en fait, est étonnante parce que c'est peut-être juste un problème maintenant, mais le Conseil supérieur des finances, depuis déjà 2009, a dit que c'était un avantage qui devait tomber. Le CD a fait les mêmes. Ça fait longtemps qu'on sait que ça devrait être arrêté et que ça ne l'est pas. Mais, tu voulais prendre la parole? Mais en 10 secondes, mais c'est clair que en s'attaquant à la voiture salaire, on va donner l'impression à certains travailleurs qu'on s'attaque à des acquis sociaux, entre guillemets, pour eux. Et ça va être perçu comme ça. Donc, il va y avoir un énorme travail de pédagogie politique. Et en même temps, il va falloir créer les incitants suffisants que pour permettre au travailleur de se dire je ne suis pas grugé moi ici, je ne me fais pas rouler dans la farine, voilà. Parce que c'est vrai que le système de la voiture salaire, c'est allez, d'un point de vue individuel, c'est presque imbattable. C'est difficile de faire mieux qu'une voiture salaire quand on voit le coût d'une voiture, à tout compris. Donc, c'est clair qu'il va falloir quand même mettre les moyens suffisants que pour compenser en tout, en partie, et sans créer un système avec des effets pervers. Voilà. Et donc, voilà, il va y avoir un enjeu, même dans le dialogue d'ailleurs avec les syndicats, pour franchir le pas et casser cette idée qu'on s'en prend finalement aux acquis sociaux des travailleurs, fussent-ils les plus aisés. Je rappelle, par souci d'honnêteté intellectuelle, qu'on n'a pas obtenu la fin des voitures salaires dans la déclaration de politique générale. Donc ça, c'est, je pense, notre idéal partagé, évidemment. Mais il y a dans cette Vivaldi, constituée d'un large panel de représentants et de représentations d'idéologies et de valeurs différentes, une manière d'interpréter une phrase qui est souvent utilisée par nos collègues plutôt de la droite, qui n'est pas de nouvelles taxes. On l'a entendu à la sortie des négociations. C'est pas faux en fait, hein. Pas de nouvelles taxes, ça veut dire une meilleure répartition de l'impôt et de la taxation. C'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, ce ne soit plus 12% des salariés qui bénéficient d'un avantage fiscal qui coûte près de 2 à 4 milliards d'euros à l'ensemble des personnes qui contribuent à la sécurité sociale. Mais bien entendu, faire en sorte que chaque euro dépensé soit correctement utilisé. Et là, je rejoins, enfin, je comprends ce qu'on nous dit en disant montrer l'exemple. Évidemment que des soins de santé corrects, ne pas attendre pendant 8 mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, et beaucoup moins longtemps si on va dans un cabinet privé. Faire en sorte que l'enseignement soit correctement financé, que la justice soit correctement financée, etc., etc. C'est faire en sorte que l'on comprenne à quoi sert l'euro. Et à ce moment-là, on transformera cette voiture salaire, on la retransformera en argent, parce qu'au départ, en fait, c'est supposé être ça, un salaire, de l'argent, qui servira aussi à cotiser, mais une cotisation qui permettra de se dire, oui, ça me semble légitime de cotiser. Parce qu'en effet, la campagne, à quoi ça sert l'impôt? Si à un moment donné, on ne comprend plus à quoi ça sert, ou si à un moment donné, on donne des mauvais exemples avec l'utilisation de l'argent public, c'est catastrophique. Et donc, ça, c'est quand même aussi quelque chose qui était extrêmement important au sein de cette Vivaldi, je pense, et en pleine crise, et à un moment donné, où quand même, au bout d'un an, l'ensemble des partis qui constituent la Vivaldi s'est mis autour de la table en disant, maintenant, on va être constructif et on va réhabiliter aussi l'intégrité politique. Moi, je serais hyper vigilante à ça, et je serais extrêmement fâchée si effectivement nos partenaires de majorité et nous-mêmes, si nous
tenions pas à ça jusqu'au bout de ce mandat, de dire on réhabilite l'intégrité politique et on montre qu'on peut mener des projets constructifs, parce qu'après la crise, parce qu'on imagine qu'on va en sortir, après ça, il faudra quand même reconstruire et reconstruire du solide, quoi, pour que les gens se sentent bien. Et donc, ça passera effectivement par une utilisation convenable de l'argent de l'État. Et je fais confiance en mes collègues. Je tiens quand même à signaler qu'il y a beaucoup de députés qui exercent leur contrôle politique avec beaucoup d'acharnement et de rigueur. Et que voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour dire on va faire attention à ce que fait ce gouvernement, à ce que fait l'exécutif, et c'est très bien comme ça. Ben, on arrive tout doucement à la fin. J'ai une remarque qui dit « Soyons positifs, mes amis. Mes amis qui ont une voiture salaire acceptent généralement d'assurer le covoiturage pour les loisirs. » Donc ça va. C'est une forme de redistribution des ressources. Voilà. Et donc, il y a eu quand même une série de remarques mais dont on avait abordé pendant la rencontre. Donc, je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je remercie l'attention de toutes les personnes qui ont posé des questions. Je vais vous proposer une forme un peu de synthèse de cet échange. Comme ça, c'est enregistré. Et puis, comme ça, dans un an, on pourra se revoir et voir où on en est. Globalement, on a voulu attirer votre attention sur le côté greenwashing de cette réforme qui est en marche. Et donc, à la fois, les voitures vertes coûtent plus cher, mais aussi sont parfois vertes juste sur la carrosserie et pas dans le moteur ou dans la batterie. Et donc, ne reportons pas sur d'autres les velléités des Occidentaux de rouler avec des voitures dont on dit qu'elles sont vertes. Donc, il y avait cet aspect-là. On a eu quand même des réponses qui nous expliquaient que la question du volume, de la masse de la voiture, et donc l'idée c'est des voitures vertes, mais aussi des plus petites voitures, étaient considérées dans cette réforme à venir. Et donc, ce n'est pas uniquement des voitures zéro émission, c'est aussi d'autres types de voitures moins coûteuses. On a évoqué aussi ensemble la question du budget mobilité. Et donc, avec un constat, c'est qu'aujourd'hui, il est peu ou pas connu. Peu ou pas exploité par les milieux professionnels. Avec ce site internet que je vous recommande à nouveau, budgetmobilité.be, mais prenez quelques jours de congé parce que en tout cas, c'est fourni. Il y a de la documentation. On peut pas. Il y a quelqu'un. Et je remercie la personne qui a travaillé dessus. Je voudrais pas dénigrer son travail, mais si l'objectif c'est de proposer une alternative accessible et compréhensible, on passe relativement à côté. Et ce budget mobilité qui doit être revu, il faudra faire attention à une série d'écueils, notamment sur quel type de mobilité proposer et ce genre de choses. Alors, on a beaucoup discuté aussi de la question de la fiscalité du travail et de pouvoir repayer les gens en argent et pas en voiture, pas en warrant, pas en... Il y a d'autres choses, hein, les chèques repas par exemple. Là, c'est voilà une mesure qui touche plutôt les salaires moyens ou les bas salaires, qui est très populaire. Toutes ces mesures-là, bout à bout, ça fait 12% en fait, de défiscalisation des revenus. Et tout cet argent-là qu'on a en petits bouts de papier pour acheter à manger en voiture ou en autre, c'est autant d'argent qui ne finance pas les hôpitaux, qui ne finance pas les écoles, qui ne finance pas tout ça. Et donc, il y a évidemment cette question-là. Il y a eu toute la partie du débat sur pourquoi vous allez y arriver maintenant, alors que ça fait 10 ans, 15 ans que à la fois la voiture salaire, à la fois la question de on va dire des revenus alternatifs est critiquée par des instances d'avis et qu'on continue cette course folle. On a évoqué déjà une intention de le faire, c'est noté sur un accord de gouvernement. Sans doute aussi une prise de conscience après cette crise qu'il faut financer l'État correctement, y compris dans les partis de droite qui prônaient jusqu'il y a peu l'austérité, l'équilibre budgétaire. J'ai entendu un ministre du budget wallon dire récemment à la radio qu'on maîtrisait la dette. J'ai failli tomber de ma chaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que s'est-il passé? Et donc, il y a peut-être un contexte politique favorable et en tout cas, il y a un engagement de votre part à veiller à ce que ce dossier-là ne passe pas en dessous de la pile parce que la crise sanitaire l'impose, mais qu'on aille au bout. Et nous, comme citoyens et associations de citoyens, on veillera aussi évidemment à se rappeler à vous si nécessaire. On a beaucoup discuté aussi de mobilité. Si la voiture salaire fonctionne, c'est aussi parce qu'il n'y a pas toujours une offre alternative suffisante. Quelle mobilité on construit et quel impact cette mobilité peut-elle avoir sur les choix de vie des gens? Et finalement, la simple voiture salaire vient éclairer la nécessité de certaines personnes
qui veulent sortir des villes de recourir à ce système-là, ou à l'inverse, parce qu'elles ont recours à ce système de voitures pas chères, elles font le choix de sortir des villes avec tout l'impact sur la vie dans la ville, sur la vie dans la campagne. Et donc, on a évoqué notamment les pistes de transport en commun gratuits, de meilleures offres de train, de ne pas envoyer des signaux contre-productifs comme les parkings payants à la sortie des gares. Et donc, évidemment, toute la question de la mobilité alternative proposée est un enjeu de taille pour la voiture salaire. Je pense que j'ai tout dit. Je voudrais quand même dire une chose sur laquelle je pense que vous pourriez agir très vite et qu'on n'a pas évoqué ici, c'est la carte ESSO, Q8, désolé, je citais des marques, mais voilà. La carte essence, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un élément sur lequel la campagne de Pâques se base. C'est voilà quelque chose qui ne va pas retirer du salaire directement aux gens, qui est donné avec le package et qui explique aussi que les gens font 2 fois plus de kilomètres. Et donc, je pense que, comme vous, c'est une mesure très impopulaire, à la fois au sein peut-être de certains partis avec qui vous êtes en majorité, mais aussi par rapport à certains citoyens qui en bénéficient ou pas. Mais il faut y aller peut-être step by step, et la carte essence, c'est sans doute une mesure sur laquelle donner une carte pour que les gens mettent du gasoil gratuit, c'est vraiment aujourd'hui le signe d'une époque assez passée et complètement une course folle vers voilà, la consommation d'énergie fossile avec toutes les dérives que ça peut comporter. Donc peut-être que c'est une piste si vous voulez vous attaquer au dossier dès demain. Voilà, je clôture là, sauf si vous voulez un dernier mot. En tout cas, je vous remercie vraiment de vous être déplacés. Nous avons gardé le masque. Voilà, on a partagé le micro, mais on s'était désinfecté les mains. Et je remercie nos débutés parce que voilà, ils n'étaient pas à Bruxelles aujourd'hui. Ils ont fait l'effort de se déplacer pour venir discuter avec nous. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, on en a conscience, mais qui est vraiment nécessaire, surtout en cette période de Covid. Nous, les associations d'éducation permanente, nous sommes interdits d'activité avec du public. C'est extrêmement difficile au quotidien pour les publics qui nous suivent habituellement, pour nos collègues qui, le cœur de leur métier est transformé. Et on essaiera chez Présence Action Culturelle de continuer de vous proposer des rencontres à venir, même si on sait qu'on ne sait pas toucher tout le monde comme ça. J'en profite pour vous dire qu'on débattra de cette matière avec à la fois Solidaris, qui nous soutient depuis le début dans cette campagne, et donc le président Édouard Delruel viendra nous faire une communication sur les enjeux du financement de la sécurité sociale. Et il sera en discussion avec Christophe Quintard, qui est directeur des services d'études de la FGTB fédérale. Et cette rencontre aura lieu jeudi 4 février le matin, diffusée sur nos réseaux sociaux. Là, on abordera des questions un peu plus précises avec 2 acteurs du milieu professionnel et mutualiste. Voilà, je vous remercie tous et toutes et bonne soirée et à bientôt.